Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie de chez Studies Up. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation sur les possibilités d'études en Corée du Sud. Nous allons échanger pendant environ 45 minutes. Nous avons l'honneur d'avoir Romain Bartolo ici présent aujourd'hui en direct de la Corée du Sud. Romain qui va nous présenter Woosung University et ses différents collèges qu'il propose sur place, que ce soit des programmes bachelor, des programmes master, mais aussi des study abroad pour ceux qui souhaitent uniquement faire un semestre universitaire. Je vais donc laisser la parole à Romain. En 2 mots, Studies Up, nous sommes les représentants des universités étrangères en France. Notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants dans toute leur démarche de A à Z, que ce soit au niveau du choix du programme, du montage du dossier, de l'appui de leur candidature, tout ce qui est l'aide à l'obtention de leur visa, logement, réception aéroport et plus encore. Dernière chose, nos services sont totalement gratuits puisque nous sommes directement rémunérés par les universités à l'étranger. Sur ce, je laisse la parole à Romain. Merci à toi, Romain. Merci Anne-Sophie de m'inviter, de nous proposer une nouvelle session ce soir, enfin ce midi pour vous tous évidemment. En plus, je pense que c'est la pause de midi, donc déjà, je veux remercier les étudiants qui ont pris de leur temps personnel pour venir à cette petite session d'information. Romain, est-ce que tu penses que tu peux monter un peu le son? On t'entend bien, mais il faut vraiment tendre l'oreille, s'il te plaît. Je peux peut-être parler plus fort alors. Oui, peut-être. J'étais alors peut-être un peu trop timide au début, mais en tout cas, là, voilà. c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Merci. Voilà, une nouvelle fois, voilà, pour remercier Anne-Sophie de m'inviter et je suis très reconnaissant aux étudiants qui ont pris leur temps personnel. Je m'appelle Romain Bartolo. Je travaille à Woosung University en Corée du Sud. Je suis déjà en Corée depuis 6 ans. Je suis dans ma 7e année, donc tout ça pour vous dire qu'il fait plutôt bon vivre ici, vu que j'étais venu au début, j'étais venu pour 1 an ou 2. Au final, ça fait déjà 6 ans que je vis en Corée. Donc, tout ça pour vous dire que la Corée du Sud est un pays dynamique, développé. Il y a plein de nouvelles choses pour vous aussi à apprendre, en tout cas à expérimenter ici. Et pour l'heure qui suivent, je vais à la fois vous parler de la Corée du Sud parce que je pense que certains d'entre vous sont assez curieux de ce pays, de ce petit pays qui, au final, beaucoup de gens en entendent parler et aussi des opportunités pour étudier ici, puisque évidemment, vous êtes tous étudiants. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien en général, c'est lorsque je parle aux étudiants, je ne vais pas seulement parler pendant 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure et vous réciter vraiment une présentation. J'aime beaucoup échanger avec vous parce que je pense que c'est dans les échanges qu'on peut aussi mieux se connaître et que je peux mieux savoir comment vous conseiller au mieux. Donc, en général, et si ça vous va, je serais très reconnaissant si déjà vous pouviez mettre votre caméra en ligne. Ça déjà me permettrait de mettre des visages sur un nom. Rien ne vous en empêche, mais ce serait plus agréable en tout cas. Après, aussi, vous verrez dans ma présentation, merci Maëlle, il faut toujours une première personne pour le faire, donc merci Léo. Et il suffit, voilà, les 2 premiers, après peut-être que les autres vont suivre. Et je vais aussi vous poser des questions pendant la présentation, comme ça je serai sûr que vous êtes tous bien éveillés. Donc, à partir de ce moment-là, je vais vous proposer de parler de notre université. Donc, je représente Woosung University en Corée du Sud. Et au sein de cette université, nous avons 4 départements anglophones. En fait, je vous dis 4, mais à partir de la rentrée prochaine, ce sera 3 parce que 2 d'entre eux sont en train de fusionner. Donc, on va dire qu'à partir de maintenant, vous avez 3 collèges anglophones. Le College of Future Studies, Sawbridge International School of Business, qui est évidemment l'école de commerce, et Endicott College of International Studies, qui est plutôt porté sur les études technologiques. Donc, parmi vous, c'est une question que j'aime bien poser aux étudiants. Est-ce que déjà, parmi vous, certains d'entre vous ont eu l'opportunité de visiter la Corée? Vous pouvez prendre la parole, vous pouvez commenter dans le chat, c'est comme vous voulez. Alors, si vous n'êtes pas allé en Corée, bon,
Donc, quand tu regardes dans le chat, il semblerait que pour la majorité d'entre eux, la réponse est non. Donc, voilà, je pense que… voilà. On espère que dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous aurez l'opportunité de vous rendre en Corée. Tout à fait. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes étudiants vers le début de vingtaine. Donc, je pense que la Corée vous parle pour beaucoup d'entre vous au niveau de la culture, mais aussi, bon, la Corée, il y a quand même beaucoup de choses à voir au niveau politique, au niveau économique. Donc, par exemple, vous voyez que la Corée, c'est un petit pays en termes de superficie, hein, c'est 100 000 km² pour 51 millions d'habitants. Alors, vous êtes tous français, ou je pense qu'il y a une participante qui est suissesse, mais 100 000 km², c'est l'équivalent en France de la région PACA, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en gros, c'est 20% de la taille de la France. Par contre, vous voyez que la population, c'est 51 millions. C'est quand même un peu moins que la France, mais vous voyez quand même, c'est très, très densément peuplé. Et vous allez voir, par exemple, que la moitié de la population vit ici, entre Séoul, Incheon et Suwon. Vous avez 25 millions de personnes. Notre ville, Daejeon, on est situé en plein centre du pays, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour vous lorsque vous voulez vous déplacer, vous voulez partir en week-end, vous voulez partir en vacances. Et je sais que les étudiants français et européens aiment bien bouger et aiment bien découvrir la Corée, ce qui est bien normal. Ce qui fait que, en fait, depuis Daejeon pour aller à Séoul, c'est 1 heure en TGV. Depuis Daejeon pour aller à Busan, qui est la deuxième plus grande ville du pays, c'est une heure et demie. Donc, en fait, vous pouvez vous déplacer en train, en bus. Il vous faudra jamais plus de 3 heures pour aller dans n'importe quel coin du pays. Donc, vraiment, vous êtes dans une position centrale. Ça vous permettra de voyager un peu partout. Et aussi, il faut savoir que comme notre ville n'est pas la capitale, Daejeon, c'est une ville de 1,5 million d'habitants, ce qui fait que aussi le coût de la vie est environ 40% moins cher que le coût de la vie à Séoul. Donc, je pense que aussi pour vous, ça vous permet, on va dire, d'économiser un peu d'un côté pour pouvoir peut-être plus vous amuser de l'autre. Et aussi, sur les dernières années, je pense que, est-ce que certains d'entre vous se sont intéressés à l'histoire de la Corée sur les 50 dernières années? Est-ce que vous saviez, par exemple, au sortir de la guerre de Corée qui a eu lieu donc, dans les années 50, il y a 60 ans, 70 ans, la Corée, c'était en fait le 3e pays le plus pauvre au monde. Parce que lorsque la Corée était séparée entre le nord et le sud, toutes les industries, merci Nicolas, toutes les industries étaient situées au nord, donc tout près de la Chine. Et la Corée du Sud, enfin, ce qui est l'équivalent de la Corée du Sud, c'était complètement agricole. On voit bien qu'en l'espace de 2 ou 3 générations, ça s'est complètement retourné, vu que maintenant, c'est la Corée du Sud qui est un pays industrialisé et la Corée du Nord qui est une fois bon. Je pense que je n'ai pas besoin de vous décrire ce qui se passe là-bas. Pour vous dire que voilà, la Corée, dans l'économie mondiale, était un pays qui compte de plus en plus. C'est en fait un pays qui se place aux alentours du 10e au 11e rang des puissances économiques. Je pense que la France est au 6e rang, au 7e rang actuellement. C'est aussi un des plus importants exportateurs mondiaux, au 5e rang, parce que la Corée du Sud, en étant un petit pays, n'a pas beaucoup de territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de terres agricoles, ou il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils peuvent produire eux-mêmes. Donc, tout ce qu'ils font, ils le transforment et ils l'exportent. Donc, les exports, par exemple, si je vous pose une question, est-ce que vous sauriez me citer, on va dire, les 4 ou 5 plus importants secteurs d'exportation pour l'économie sud-coréenne? Est-ce que vous le savez? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, la technologie, oui. Il y a aussi les automobiles, les chantiers navals, tout ce qui est semi-conducteur. Et je pense que chacun d'entre vous à la maison, vous avez au moins un produit coréen. Vous avez tous peut-être un téléphone Samsung, mais pour ceux d'entre vous qui ont un téléphone, pour ceux qui ont évidemment un iPhone, il faut savoir que votre batterie et votre carte SIM, enfin votre carte mère, c'est aussi un produit Samsung. Donc, dans tous les cas, vous avez un peu de Corée dans votre téléphone. Et je ne parle pas seulement aussi de tout ce qui est l'automobile coréenne avec Kia, Hyundai, ou aussi tout ce que vous avez chez vous, les téléviseurs, les micro-ondes, ceci et cela.
La Corée, c'est devenu, en l'espace de 2 générations, peut-être l'un des pays phares pour tout ce qui est de l'innovation, surtout de l'innovation digitale. Et vous le voyez maintenant avec toutes les grandes marques coréennes que vous voyez au niveau mondial. Après, lorsque je vous parle de notre ville, qui s'appelle Daejeon, alors ça se rapproche phonétiquement de la ville de Dijon en France, mais c'est quand même un peu différent. Donc, 1,5 million d'habitants. C'est une ville qui est notamment connue pour tous ses centres de recherche, pour toutes ses universités. Donc, c'est en fait une ville technologique, académique, scientifique, avec 18 universités, 30 à 35 centres de recherche. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 8 000 docteurs, donc 8 000 personnes titulaires de doctorat, Bac+8, qui vivent et travaillent dans notre ville. Donc, c'est vraiment le centre névralgique de la recherche en Corée. Et c'est ce qu'on appelle, on va dire, à notre petit niveau, la Silicon Valley de la Corée du Sud. Alors, lorsque vous choisissez d'étudier au sein de notre université, en fait, nous sommes une université qui est vraiment centrée sur le recrutement des étudiants internationaux, qui est vraiment centré sur l'internationalisation, ce qui fait que tout est fait pour que vous, en tant qu'étudiants internationaux, vous vous sentiez bien sur le campus et au sein de l'université. Donc, une fois que vous serez sur le campus, évidemment, en étant étudiant, l'opportunité qu'on vous offre, la première, c'est d'apprendre. C'est-à-dire d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre des choses que peut-être vous n'aurez pas au sein de vos universités en France, puisqu'ici, on est plutôt centré sur l'Asie et le business en Asie. Là, je parle pour l'école de commerce, mais évidemment, vous verrez que pour les autres études technologiques, ce sera pareil. Vous avez ici, je voulais vous présenter, c'est notre président, le président de l'université, qui est en fait quelqu'un qui a été nommé 2 fois au prix Nobel de la paix dans les années 2005 et 2009. C'est un ancien diplomate américain qui a aussi été le président de notre université depuis 2006. Alors, certains d'entre vous peut-être peuvent se demander ce que le petit logo en bas à gauche signifie, AACSB. En fait, AACSB, c'est relatif à l'association internationale qui régit, on va dire, les standards d'éducation pour les écoles de commerce. Donc, sur les 15 000 écoles de commerce qu'il y a dans le monde entier, il y en a 700, 800 qui sont accréditées. Notre école en fait partie, ce qui fait que notre école fait partie des 5 meilleures écoles de commerce au monde. C'est en fait une accréditation qui vraiment permet à tous les étudiants internationaux, lorsqu'ils sont diplômés de notre école, de pouvoir continuer leurs études ou de trouver un emploi dans un bon secteur d'activité, à la fois en Corée, dans leur pays d'origine ou dans tout pays tiers. Pour en revenir à Soulbridge, Soulbridge, c'est l'école de commerce de notre université qui est focalisée sur tout ce qui est management, entrepreneuriat, finance, marketing, et plus récemment, tout ce qui est analyse de données, donc data analytics, et tout ce qui est technologie, innovation. Vous verrez que nos professeurs sont là, pour la grande majorité, sont étrangers, ils sont diplômés des universités européennes, diplômés des universités américaines ou d'Asie. Vous trouverez sur le campus de Soulbridge environ 80 à 85% des professeurs sont étrangers. Pour ce qui est des professeurs coréens, pour la grande majorité, ce sont des gens qui ont passé 20, 30 ans de leur carrière dans les grandes industries coréennes et qui, une fois leur carrière finie, viennent partager leur savoir avec les étudiants, et pas seulement un savoir théorique, mais surtout un savoir pratique qu'ils ont pu acquérir lors de leur carrière. Si vous demandez de la taille de notre université, vous voyez que nous avons sur le campus environ 13 500 étudiants. 13 500 étudiants, dont 2 500 qui sont des étudiants internationaux. Sur le campus, nous avons en fait plus de 60 nationalités représentées. Parmi les Français, vous êtes environ 50 à 60 ou plus chaque semestre. Mais aussi, vous verrez que vous aurez l'occasion de vous mélanger à des étudiants qui viennent évidemment d'Asie, puisque bon, on va dire que 70%, 75% de nos étudiants viennent de toutes les régions d'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, le Vietnam, l'Inde, la Chine, évidemment, le Japon, mais aussi des autres continents. L'Afrique, on a une petite communauté africaine, notamment du Nigeria, du Kenya, de l'Éthiopie, du Maroc, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et aussi on a des étudiants qui viennent de 20 pays différents en Europe, ce qui fait que
Une fois que vous êtes ici, vous êtes vraiment sur une petite île internationale qui vous permet d'interagir avec des étudiants venus de 2 partout. Nous avons aussi 250 accords internationaux. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en train de considérer des études à plein temps, donc peut-être 4 ans d'études de bachelor ou 2 ans d'études de master, vous aurez la possibilité, si vous le voulez, d'aller étudier un semestre ou 2 à l'étranger comme un semestre d'échange, ou passer aussi dans le cadre d'un accord de double diplôme. Donc, vraiment, on offre aux étudiants toute une panoplie d'options qui leur permettra d'étudier dans l'endroit qu'ils le souhaitent. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Je vais continuer ma présentation, mais est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent ou est-ce que tout vous paraît clair? Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une discussion, pas seulement une présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la discussion. On en a des… Non, apparemment, tout le monde dit que c'est clair. Écoute, Romain, c'est parfait. En tout cas, moi, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est le fait qu'il y ait au final très peu d'étudiants internationaux quand on voit par rapport au chiffre total. Donc, c'est vraiment une immersion totale que tu leur offres là au sein de l'université. C'est vrai. Sur l'université, puisque évidemment, la grande majorité des étudiants restent quand même coréens. Donc, on a 3 campus, ce qui fait qu'on a le campus Est qui est la résidence pour les étudiants. On a sur ce même campus Est, on a l'équivalent en France de l'IUT, ce qu'on appelle le Wooson College, donc des formations en 2 ans. Mais ça, ce sont des formations entièrement en coréen. Après, sur le campus principal, on va avoir, en plus de l'administration, vraiment le plus grand contingent d'étudiants. C'est là où on a l'école culinaire, et je vais revenir après plus tard là-dessus, l'école culinaire, le collège Endicott, ainsi que d'autres dortoirs. Et l'autre campus, le 3e, qui est le campus de Solbridge, qui est vraiment axé business, qui est, on va dire, réservé aux étudiants du cursus business. Donc voilà, on a 3 campus, 3 ambiances différentes qui sont dans le même quartier, à environ 20-25 minutes de distance l'un de l'autre. Donc vraiment, quand vous allez voir des jeunes dans le quartier, vous savez que ce sont des jeunes qui viennent de l'université. Pour en arriver au programme, parce que vous êtes tous étudiants et vous êtes tous en train de vous poser la question sur ce que vous souhaitez étudier. Si je ne me trompe pas, je pense que la plupart d'entre vous sont intéressés par des cursus business, mais sachez également que nous avons d'autres cursus sur le campus. Donc, toute la liste que vous voyez là sont des bachelors en 4 ans qui sont enseignés entièrement en anglais, à 100%. Donc, vous avez des bachelors en management hospitalier, hospitality management. Vous avez bachelor en médias et communication, bachelor en études technologiques, comme je l'ai dit, et bachelor en art culinaire. Alors, art culinaire, je sais que bon, les Français aiment bien manger. Et juste pour vous dire que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Paul Bocuse. Je pense que c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est peut-être le plus grand chef français, on va dire, de la deuxième moitié du XXe et du début du XXIe siècle, quelqu'un qui est décédé il y a 2 ans. Notre école culinaire travaille en très étroite collaboration avec l'Institut Paul Bocuse situé à Lyon. Donc, on a beaucoup de professeurs français qui viennent ici. On a beaucoup d'étudiants qui vont aussi là-bas et qui viennent ici. Donc, il y a une très bonne collaboration. Et je peux vous dire que juste aujourd'hui, j'étais avec des étudiants qui venaient de l'école de Dijon. Pour vous dire, je leur avais conseillé d'aller faire un tour à l'école culinaire. Ils en sont ressortis avec des Paris-Brest et d'autres pâtisseries. Donc, vraiment, sur le campus, il n'y a aucune possibilité pour vous de mal manger. Voilà. Aussi, pour entrer plus dans le vif du sujet, nous avons des Bachelor of Science en intelligence artificielle, en data science. Et le dernier, on va dire, le programme phare de notre université au niveau bachelor, c'est celui qui est le plus réputé, c'est le Bachelor of Business Administration, qui est le BBA offert à Solbridge et qui a 5 spécialisations différentes en marketing, en finance, en management et en entrepreneuriat, en technologie et innovation. Et la dernière spécialisation, c'est l'analyse de données, Data Analytics. Alors, quelques mots sur Solbridge. Alors, vous avez vu 13 500 étudiants sur le campus de Wooson, dont 2 500 étudiants étrangers. Et Solbridge, c'est vraiment l'école internationale par excellence parce que sur le campus, vous avez 1 500 étudiants, dont 75% d'étudiants internationaux, ce qui fait que vous avez 25% d'étudiants coréens qui sont en fait une minorité au sein de l'école.
et vous allez avoir des étudiants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui viennent vraiment des 4 coins du monde, et pareil pour les professeurs. Pour ce qui est des bachelors, vous voyez que le coût par année se situe entre 6 000 et 10 000 $. Par contre, vous avez des bourses qui vous sont proposées entre 30 et 70% et 30 et 100% en fonction des parcours. Ce qui fait que les bourses vous sont données pour un semestre à partir de l'admission. Et si vous travaillez bien, si vous travaillez dur, que vous avez de bonnes notes, vous pouvez garder votre bourse et vous pouvez même l'augmenter. Donc, en fait, vous savez que l'Asie, la Corée surtout, sont quand même des régions assez compétitives où les étudiants travaillent. Donc, il n'y a pas de secret pour bien travailler. Si vous avez une bonne note, vous serez récompensé en recevant des bourses. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez passé le premier semestre, de travailler à temps partiel, si jamais vous avez besoin de financer vos études. Est-ce que parmi vous, il y a des étudiants qui sont intéressés par les programmes de master? Ou est-ce que vous êtes tous des étudiants de niveau licence bachelor? Moi, je serais intéressée pour un master. D'accord. Moi aussi. Ben, merci de vous être manifesté. Comme ça me permet d'aller à la prochaine slide. Voilà. Pour les étudiants qui sont intéressés par un parcours au niveau master, nous avons 8 à 9 parcours de master, à la fois en management hospitalier, intelligence artificielle, et au niveau commerce, nous avons MBA qui est réservé aux étudiants qui ont 2 ans d'expérience professionnelle. Est-ce que parmi vous, Maël et les autres étudiants, est-ce que vous avez déjà 2 ans d'expérience professionnelle avec vous? D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Dans ce cas-là, donc le MBA est réservé aux gens avec une petite expérience professionnelle, mais pour vous, vous avez le choix. Nous avons un master en management et technologie. C'est un master de 2 ans. C'est environ 60% de management, 40% de technologie. Vous avez aussi accès à Master of Science en Marketing Analytics, et je sais que l'une d'entre vous est intéressée par ce parcours. Vous avez aussi Master en Technologie, Entrepreneuriat et Innovation, et 2 nouveaux programmes. Alors, ce 2 nouveaux programmes qui sont proposés à la rentrée de 2022, à la rentrée de printemps 2022, je ne les ai pas mis dans la présentation simplement parce que nous avons été informés il y a 2 jours, donc je n'ai pas eu le temps de la mettre à jour, mais tout ça pour vous dire que les 2 nouveaux programmes de master, de 2 ans aussi, il y en aura un sur les Data Analytics et le deuxième sur ce qu'on appelle communément la FinTech, Financial Technology. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'accent qui est mis sur tout ce qui est technologie, analyse de données au sein de l'école de commerce à Solbridge. Si jamais certains d'entre vous, ou autour de vous, vous connaissez des étudiants intéressés par les études de doctorat, sachez que nous avons aussi des doctorats en 3 ans en management, en tourisme et management hôtelier, de l'hôtellerie. Pour ce qui est des coûts, les programmes de master à Solbridge sont sur 2 ans. Les coûts annuels sont d'environ 16 900 $ sur une année. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'inclut pas les bourses que l'école pourra vous proposer en fonction de votre profil, donc en fonction de votre niveau d'anglais et en fonction de vos notes que vous avez pu recevoir lors de votre parcours de licence ou de bachelor. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés au niveau BBA, comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité de passer 4 ans en Corée. Mais si vous voulez avoir un diplôme coréen et un diplôme dans issu d'un autre pays, vous avez tout à fait la possibilité de passer 2 ans en Corée et 2 ans dans un autre pays. Donc, nous avons des accords ce qu'on appelle les accords 2+2, 2 ans en Corée, 2 ans ailleurs. Vous aurez les 2 diplômes. Donc, par exemple, vous pouvez le faire en Chine, en Australie, en Norvège, au Canada, aux États-Unis. Et l'avantage de ça, c'est que si, par exemple, vous avez l'ambition ou le rêve peut-être d'aller dans d'autres pays, tels que le Canada ou autre chose, comme les frais de scolarité à Solbridge et au sein de notre université sont un peu plus raisonnables, un peu moins chers,
ça vous permettra d'économiser en tout cas un petit peu sur les 2 premières années. En plus du 2+2, vous avez la même option en 3+1, donc 3 années en Corée et 1 an au sein d'une université partenaire. Et finalement, voilà, bon, pour ce qui est de l'échange, vous avez l'option entre 60 pays, 250 universités partenaires, donc vraiment, partout où vous voulez aller, on devrait pouvoir vous donner une option d'études en tout cas. Voilà. Pour ce qui est aussi sur le campus de l'université, évidemment, vous allez étudier, mais au-delà de ça, on vous propose des compétitions, des tournois. Il y a toujours beaucoup de conférences qui sont organisées avec des invités de l'extérieur. Tout ce qui est les compétitions, comme je vous l'ai dit, la Corée est très compétitive, ce qui fait que vous avez des compétitions pour le cours de finance, des compétitions pour le marketing. On va vous donner une compétition pour un business plan, marketing, un plan de marketing. Et souvent, lorsque vous êtes reçu, si vous êtes le premier, deuxième, troisième prix, vous avez quand même un petit prix. Et lorsque vous êtes au niveau BBA, des fois, ça se traduit par des voyages d'études pendant une semaine au sein de nos universités partenaires en Chine, au Japon ou en Indonésie. Donc vraiment, l'école fait tout pour, on va dire, récompenser les étudiants les plus méritants et ceux qui travaillent les mieux. Aussi, donc, comme je vous l'ai dit, alors, ça c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que vous connaissez les 7 garçons sur la photo de gauche? Bien sûr. Mais alors, c'est qui? Voilà, c'est la bande, le groupe BTS. Et j'ai une question pour vous. En 2019, BTS, il y a un article dans les journaux américains qui est sorti. Est-ce que vous savez combien de revenus, combien d'argent ils ont rapporté à l'économie coréenne? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Beaucoup, mais encore, Léo. Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Je crois que c'était 4 milliards ou peut-être un peu moins, mais je crois que ça se compte en milliards. C'est ça, Océane. Vous avez raison. Déjà, ça se chiffre en milliards. Et je pense que c'était presque 6 milliards de dollars de revenus générés par BTS, par ces 7 garçons, pour toute l'économie coréenne. Alors, je ne sais pas, imaginez-vous, bon, ça fait longtemps que je ne vis plus en France et je ne suis pas issu de votre génération, mais j'imagine que les chanteurs français les plus connus à l'heure actuelle, ils sont quand même très, très loin de générer 6 milliards de revenus pour l'économie française. Ce serait fort agréable, surtout après le Covid. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'économie coréenne est aussi boostée par sa culture. Vous voyez donc BTS, vous voyez aussi la culture, on va dire, gastronomique. Et je pense qu'en France, et surtout à Paris et dans les grandes villes, vous avez de plus en plus de restos coréens. Donc tout ça pour vous dire que la Corée est vraiment en plein boom. Et bon, je pense qu'en étant dans la vingtaine, vous savez tous mieux que moi. Au sein de notre campus, vous allez pouvoir aussi étudier le coréen, le chinois et le japonais. Alors, je vous recommande évidemment le coréen parce que vous vivez en Corée. Et sachez, comme je vous l'ai dit, je vous confirme que tous les cours sont en anglais. Aussi, sur le campus, en dehors des études, il y a beaucoup de clubs qui sont organisés pour vous, entre 20 et 25. Alors, vous avez à la fois des clubs sportifs. Donc, pour les sportifs, vous avez les clubs de football, vous avez les clubs de basketball, vous avez les clubs de tennis de table. Il y a aussi des clubs de danse. On a une troupe de danse qui fait que des fois, il y a aussi des petits… ils organisent des festivals, on va dire, lorsque les conditions sanitaires sont réunies. Au niveau académique, vous avez club marketing, club entrepreneuriat, on a un club de consulting qui est en lien direct avec l'industrie, qui travaille avec des entreprises coréennes, qui leur propose aussi quelques marketing et business plans. Voilà, tout est fait en fait pour mettre en pratique ce que vous avez appris en classe. Et pour ceux, peut-être en France, vous connaissez tout ce qui est les galas ou on va dire les examens, les galas d'éloquence. En général, c'est plutôt commun chez les facultés de droit. Sachez qu'en fait, Soulbridge a on va dire le club d'éloquence, aussi on appelle Debate Club, Debate Society. C'est en fait le champion coréen d'éloquence depuis 3 ans consécutifs. Et c'est au niveau asiatique, c'est la 3e équipe. Donc, et tout ça, vous serez, on va dire, cornaqué, supervisé par un professeur qui est diplômé de l'école de droit de l'université Harvard aux États-Unis. Et enfin,
J'en arrive à la fin, hein, parce que je pense qu'on va quand même garder un peu de temps pour les questions. Comme vous voyez, Samsung, LG Electronics, Hyundai, POSCO, Kia sont des marques coréennes d'envergure maintenant mondiale et qui sont, on va dire, leaders dans leur secteur d'innovation, dans leur secteur d'industrie, ou en tout cas dans les 5 premières entreprises les plus importantes. J'ai une question pour vous, je pense que vous connaissez tous Samsung. Samsung, ça a été créé en 1938. Mais est-ce que vous connaissez quel était en fait le premier type de commerce par Samsung? Maintenant, ils produisent des voitures, ils produisent des puces électroniques, des téléphones, mais est-ce que vous connaissez, Nicolas, est-ce que vous pouvez en dire plus peut-être? Vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez. Et Clémence au-dessus qui mentionne si ce n'était pas de la farine. Je ne sais pas si tu as vu. Ben, ils ont tous les deux raison. Parce qu'en fait, ils ont commencé dans l'alimentaire et Samsung en 1938, c'était un petit magasin de fruits et légumes et de viande, c'est-à-dire vraiment une petite épicerie, quoi. Donc, c'était un petit magasin qui a démarré à Daegu, même pas à Séoul, hein, donc ça a démarré dans une ville, on va dire, de province. Et vous voyez, 80 ans plus tard, ce que Samsung est devenu, Samsung, ça représente 20% du PIB de la Corée. Donc, Wow. c'est 20% de l'économie coréenne et en Corée, on appelle ça too big to fail. Parce que l'entreprise est devenue tellement tentaculaire que c'est peut-être plus, on appelle la Corée la Samsung Republic plus que la République de Corée. Mais en tout cas, je suis très content de voir que Clémence et Nicolas avaient déjà la réponse juste, puisque ils ont dû être bien renseignés. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Pour vous dire aussi que, évidemment, vous allez étudier, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de votre période d'études, vous trouvez quand même un emploi stable, un emploi qui soit bien rémunéré, qui soit dans une bonne industrie, dans une bonne entreprise. L'école organise chaque année, chaque semestre, des foires, des job fairs. Nous avons sur campus un centre des carrières. Vous avez tout à fait le droit d'aller les consulter tant que vous voulez. Ils peuvent vous donner des conseils sur la rédaction de CV, rédaction de lettres de motivation. Également, ils vous partagent toutes les offres d'emploi et de stage, que ce soit en Corée et en dehors. Et vous avez aussi le mentoring, donc un tutorat personnel, où chaque étudiant a un professeur référent et vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux lorsque vous avez des questions. Donc, comment ça se passe en fait pour le visa? Rapidement, vous allez tous postuler pour un visa D2, c'est un visa étudiant, à ne pas confondre avec le visa D4, qui est le visa pour les études de langue coréenne. Donc, vous allez avoir un visa D2 durant toute la totalité de vos études. Une fois que vous serez diplômé, vous allez pouvoir le changer dans un visa D10, qui est un visa qui vous permet, qui vous donne jusqu'à 2 ans pour rester en Corée pour trouver un emploi ou un stage. Et au final, lorsque vous avez un emploi ou un stage, vous allez le changer dans un type de visa qu'on appelle le type E, surtout E7, qui est le visa spécialiste, lorsque vous êtes sponsorisé par une entreprise pour travailler et vivre en Corée. Et si après vous avez passé suffisamment de temps en Corée du Sud, vous aurez la possibilité de postuler à un visa on va dire, de résident à long terme, qui est en fait un système de points et qui est le système F2. Donc, par exemple, je suis arrivé en Corée il y a 6 ans, j'étais dans la catégorie visa E et maintenant j'ai un visa F2. C'est un système de points avec, on va dire, votre âge, votre niveau d'études, votre niveau de rémunération, votre niveau de langue en Corée. Et ça vous permet, en gros, d'être plus flexible parce que vous pouvez changer d'employeur sans en être sponsorisé, ce qui, au final, vous permet vraiment de bouger en Corée et d'évoluer. Voilà. Je pense en avoir fini et terminé avec la présentation. Et tout ça pour vous dire que nous avons 2 semestres par an et 2 périodes d'admission. Donc, nous avons l'admission pour le mois de mars, au printemps, et l'admission pour l'automne. Ce qui fait que si vous pensez postuler au mois de mars 2022, vous pouvez le faire dès à présent aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de décembre. Et aujourd'hui, c'était le grand début, on va dire, des admissions. Donc, vous avez cette possibilité-là. Et si vous avez plutôt comme objectif de venir après l'été en septembre 2022, vous pourrez postuler entre le mois de mars et la fin du mois de juin 2022. Et voilà, une nouvelle fois,
Maintenant, la parole est à vous. Je vous remercie de votre attention, de votre participation. C'est toujours plus agréable quand c'est interactif. Et une nouvelle fois de plus, merci Anne-Sophie de nous avoir permis de rencontrer les étudiants aujourd'hui. Merci à toi, Romain. C'était vraiment très, très bien cette présentation. On apprend énormément de choses. Donc, je laisse la parole maintenant aux étudiants. L'idée, c'est que, encore une fois, vous posiez toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les questions d'ordre pratique, académique, de la vie de tous les jours, enfin voilà, toutes les questions que vous avez. C'est le moment ou jamais. On a Romain avec nous en direct, alors surtout profitez-en. Alors, il y a Juline qui demande, faut-il un niveau minimum de coréen pour suivre le BBA? Non. En fait, les seuls critères de langue pour entrer dans nos programmes anglophones, ce sera critères de langue anglaise. Donc, on va vous demander un score IELTS, un score TOEFL, un score de Cambridge ou un Duolingo. Ça, oui. Par contre, vous n'avez pas du tout besoin de savoir parler coréen parce que vous allez avoir la possibilité d'apprendre le coréen durant tout votre cursus ici. Ça fait en fait partie intégrante de votre cursus BBA. Et c'est enseigné, enfin, vous allez recevoir les crédits relatifs à l'apprentissage de la langue coréenne. Donc vraiment, vous pouvez venir ici sans parler coréen. Et il y a Léo qui demande s'il y a une différence entre la rentrée d'hiver et celle de printemps. Aucune différence. Vous avez, Léo a plutôt comme objectif quel type de programme? Le BBA, 3e année. Dans ce cas-là, BBA 3e année, on a rentré en mars et en septembre, il n'y a aucune différence. Voilà, c'est 2 rentrées distinctes. C'est vrai que j'ai souvent la question, à savoir est-ce que ça veut dire que je vais reprendre la moitié d'un bachelor en cours de route? Non. Sachez que les universités à l'étranger, en général, ont 2 voire 3 rentrées par an et elles sont bien distinctes. Donc, le cours va bien reprendre au bon moment, au bon endroit. Ce n'est pas inversé. Donc, soyez totalement rassurés par rapport à ça. Il y a Clémence qui demande si peut-on prendre des cours de langue de coréen et de chinois ou faut-il obligatoirement choisir? Je me souviens bien de Clémence. Je pense que Clémence veut démarrer depuis la première année, c'est ça? Clémence, alors attends, je ne sais plus. je te Première année. demande parce Ah que ben, Clémence avait reporté, ouais. Clémence, oui, c'est ça, tout à fait, pour le BBA en totalité, ouais. alors, ma réponse est oui, mais il y a une condition et ça va être un challenge pour vous, mais je pense que ce sera très bien. Parce qu'en fait, les cours de langue, donc on offre les cours de langue en coréen, en japonais, en chinois. En général, on va recommander à tous les étudiants internationaux de prendre d'abord les cours de coréen, parce qu'après, les cours de langue, le chinois et le japonais, c'est surtout pour les étudiants coréens. Donc, ce qui fait qu'à la sortie du diplôme, vous, en tant, on va dire que non coréen, vous allez parler français, anglais, coréen, et les Coréens vont parler coréen, anglais, chinois ou japonais. Donc, chacun d'entre vous va sortir diplômé avec au moins 3 langues. Le truc, c'est que les cours de chinois et de japonais sont enseignés par des professeurs à la fois chinois et japonais, mais qui ne parlent pas anglais, ils parlent coréen. Donc, le challenge pour vous, c'est d'abord apprendre le coréen et ensuite prendre les cours de chinois ou de japonais comme vous voulez. Mais sachez que c'est possible et que c'est faisable. On a des étudiants qui ont fait ça, qui ont démarré depuis la première année l'apprentissage du coréen. Ils avaient fini tous les crédits en 2 ans, ce qui fait que les 2 dernières années, s'ils le voulaient, ils pouvaient prendre des cours de chinois ou de japonais. Donc, c'est possible et je trouve que c'est vraiment une belle idée. Et je peux vous dire, Clémence, que vous, en tant que Française, si à la fin de votre parcours de BBA, en 4 ans, vous parlez à la fois français, anglais, qui sont peut-être, on va dire, 2 des plus importantes langues européennes, il n'y a pas l'espagnol, mais plus le chinois et le coréen, je peux vous dire que je pense que votre début de carrière, il sera plutôt très souriant et positif. Et on est bien d'accord que les cours de coréen sont enseignés en anglais? Bien sûr. Oui, d'accord. Le professeur parle un peu anglais, mais de toute façon, dans la méthodologie, je sais comment ils étudient. Ils vont les pousser à communiquer le plus possible en coréen depuis le départ pour vraiment les mettre dans le monde. Et ces cours de langue, là, Romain, c'est en plus ou est-ce que ça fait partie donc, du programme et ça n'a pas un coût supplémentaire en fait? C'est partie intégrante du programme. Tout à fait. Il n'y a pas de coût supplémentaire, ça fait partie du programme de BBA. Ouais. Avant, les étudiants avaient même la possibilité d'être diplômés d'une mineure.
C'était tout un parcours. Maintenant, c'est juste un cours électif. C'est de choisir s'il le souhaite. Il n'y a pas de coût supplémentaire et c'est environ 4 à 6 heures par semaine, ce qui est, à mon avis, Ouais, c'est vraiment super. idéal lorsque vous habitez dans un nouveau pays. Ok. J'ai Océane qui nous demande, est-ce qu'on peut faire seulement une année de master, par exemple faire son M1 en France et un M2 à l'étranger? Et elle demande également, est-ce qu'on peut venir étudier seulement un semestre universitaire et choisir des matières de MBA malgré le fait que l'on n'a pas 2 années d'expérience? Oui, 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 c'est une très bonne question, Océane. Je vous remercie de la poser et je pense que je n'ai pas pensé à développer davantage sur les cours de master à ce niveau-là. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaiteriez venir pour un semestre, c'est ça? C'est un semestre ou un master, elle est encore en discussion. D'accord, Ouais. Mm. d'accord. Ben, pour ce qui, si elle vient, on va dire, dans le cadre d'un semestre, en fait, tous les cours de niveau master à Solbridge lui seront ouverts. Donc, tous les cours qui, dans un semestre donné, lui sont présentés, possibles, elle pourra les choisir, que ce soit dans les parcours MBA et les autres parcours. Si elle vient dans le cadre d'un master, on va dire, traditionnel, elle devra d'abord suivre, on va dire, les cours obligatoires qui sont, on va dire, relatifs à son master. Si, par exemple, elle pense au, on va dire, Master of Science en Marketing Analytics, elle va prendre les cours obligatoires, surtout pour la première année. Et ensuite, la deuxième année, elle pourra choisir les électifs. Et parmi les électifs, il y a des cours qui se chevauchent avec les MBA. Donc, elle sera quand même en contact avec les étudiants MBA. Ok, parfait. Il y a Juline qui demande comment s'organise une année scolaire en Corée? Y a-t-il des vacances scolaires? Ah, cette question vient souvent. Non, mais oui, et avant de répondre à la question de Juline, je pense que j'ai oublié un élément, Anne-Sophie, pour la question Oui, de d'Océane, vas-y, faire un excuse-moi. master, un M1 en France, M2 à l'étranger. Donc, c'est possible à partir du moment où elle a validé sa première année de master, elle aura la possibilité de venir dans notre université pour sa dernière année de master. Ce n'est pas un problème. Il Ok, faudra qu'elle trouve le programme qui l'intéresse le plus et on pourra faire l'articulation des cours et des ouais. crédits. Faire un mapping et puis s'assurer qu'on est bien dans la continuité. Parfait. Alors, l'année scolaire en Corée, alors l'année scolaire, on va dire déjà, en France, elle démarre en septembre, mais en Corée, le calendrier est inversé. Donc, pour les universités, ça démarre en mars, et ça se finit en décembre. Après, ça a peu d'intérêt pour vous. Pour vous, par exemple, ce qui est très important à savoir, c'est que les semestres de printemps et d'automne sont longs, ils durent 16 semaines consécutives. Donc, en fait, si vous arrivez si vous voulez venir, on va dire, pour le printemps, vous allez démarrer début mars jusqu'à mi-juin. Et pour l'automne, vous allez démarrer fin août jusqu'à environ le 15, 16, 17 décembre, en fonction du vendredi. Donc, c'est 16 semaines non-stop. Alors, de temps en temps, il y a des ponts, il y a des jours fériés. Et les vacances sont, on va dire, entre ces périodes-là. Après, sachez que si vous êtes en cursus complet, alors, en plus de ces deux grands semestres, on va dire les deux semestres principaux, vous avez ce qu'on appelle les mini-semestres en été et en hiver. Donc, le mini-semestre d'été, ce sera de mi-juin à fin juillet. Et en hiver, ce sera de mi-décembre à fin janvier. Si vous êtes étudiant de master, vous aurez des cours à cette époque-là. Si vous êtes étudiant en BBA, ce sera une possibilité pour vous d'étudier, mais ce ne sera pas obligatoire. Donc, en fait, vous allez avoir pour sûr, comme vacances scolaires, le mois de février dans son intégralité et le mois d'août. Et si jamais vous êtes en master, vous devrez étudier un peu plus longtemps. Donc, en fait, ce sont des cycles. Les mini-semestres, j'ai oublié de vous dire, c'est 6 semaines. Il y a Léo qui a une question par rapport aux hébergements, mais on va revenir peut-être après parce qu'il y a encore des questions master, peut-être restons dans le même domaine. Sarah qui demande pour les masters, faut-il avoir de bonnes connaissances en marketing et management? Alors, les programmes de master sont ouverts à tous les diplômés de niveau licence ou bachelor. On ne vous demande pas d'avoir déjà des prérequis en commerce, en management, en marketing. Donc, vous allez avoir la possibilité, on va dire, je ne vais pas dire rattraper votre retard, mais simplement d'apprendre une fois dans votre cursus ici.
Parfait. Et il y a Jérémy qui demande aussi, est-il possible de rentrer en MBA après un bachelor de 3 ans, puis 3 ans d'année de job? Tout à fait. Oui, oui. Ok, parfait. Et donc après, je reviens sur la question de Léo. Pensez-vous qu'il est mieux de prendre un hébergement dans le campus ou en dehors s'il y a des hébergements sur le campus? La réponse, oui, il y a des hébergements sur le campus. Après, Romain, je te laisse la parole sur les possibilités plutôt campus ou hors campus. Qu'est-ce que tu suggérerais de ton côté? Alors, l'université a des résidences sur le campus, ce qui fait que la résidence, elle est à environ 20-25 minutes de Solbridge à pied et on organise une navette. On va dire en temps de non-Covid, il y a une navette gratuite, des bus gratuits. La résidence et Solbridge tous les jours de la semaine, entre 8h du matin et 10h du soir. Donc, comme ça fait la navette pour ceux qui, des fois, n'ont pas envie de marcher. Déjà, il y a ça. En fait, la résidence, il y a les chambres sont doubles, il n'y a pas de chambre simple, donc vous allez partager la chambre avec un étudiant d'une autre nationalité. Vous allez avoir une salle de bain privée et les toilettes privées, donc vous allez simplement partager ça avec on va dire, votre colocataire. Sur la résidence, vous avez une cuisine, si vous voulez cuisiner. Mais honnêtement, comme je connais les Français et vu le coût assez raisonnable pour manger dehors, la plupart d'entre vous, en général, préfèrent manger dehors. On a une salle de musculation, un foyer, une bibliothèque, un studio de danse au sein de la résidence. Donc, vous avez quand même beaucoup d'options. Il y a même un terrain de foot. Et ce que je peux vous dire, c'est que la résidence est en fait située au-dessus d'une colline et vraiment, ça vous offre le plus beau panorama pour le coucher de soleil. Bon, à part l'aspect, on va dire, romantique des choses, le coût, c'est 1 150 $ par semestre et ça inclut le petit déjeuner. Donc, ça peut faire sourire les Français en général de savoir que l'école ici vous organise le petit déjeuner, mais bon, ici c'est l'Asie et par exemple, le président et fondateur de notre université a dit je ne veux pas que les étudiants aient un cours le matin avec le ventre vide. Donc, c'est pour ça qu'il y a une cafétéria au sein de la résidence et vous pourrez manger le petit déjeuner le matin, mais aussi le midi ou le soir si vous voulez. Dans tous les cas, pour manger en dehors, il y a vraiment plein d'options. Et il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Quand tu disais, excuse-moi, quand tu disais 1 150 $ pour le semestre de logement sur le campus, petit déjeuner inclus, ça fait moins de 1 000 € pour le semestre. C'est vraiment très peu cher. Hein. Et il y a un mais peut-être, c'est quelque chose qui va vous faire sourire, mais sachez qu'il y a un couvre-feu. Parce qu'en Corée, au Japon, en Chine, les résidences ont peut-être des régulations un peu plus strictes que l'on connaît en France et en Europe. Mais donc, il y a un couvre-feu tous les soirs à 23h, ce qui fait que on ne va pas vous demander d'être tous les soirs dans votre chambre. Par contre, vous allez avoir la possibilité de sortir. Donc, je sais que vous voulez quand même sortir, profiter de la vie, ce qui est bien normal. Donc, on va dire qu'en semaine, la réglementation, c'est que vous pouvez sortir, c'est-à-dire passer la nuit dehors, 3 fois par mois pendant les jours de semaine. Et le week-end, vous pouvez sortir autant que vous voulez. Simplement, vous avez à signer un petit document avant de sortir. Voilà. C'est, on va dire, la condition pour rester à la résidence. Mais je pense que pour ceux d'entre vous qui pensent à des études en Corée, et si vous êtes juste jeune bachelier en première année, je pense que c'est pas mal pour vous. Par contre, pour les autres, ceux d'entre vous qui sont par exemple en troisième année ou en master, on a la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de vivre en dehors du campus. Par contre, là, c'est votre responsabilité de trouver un logement. Mais vous inquiétez pas, à partir du moment où vous êtes admis à l'école, je partagerai avec vous des contacts, des agents immobiliers qui parlent anglais, qui aident nos étudiants, qui les ont aidés depuis 4 ans et qui les ont aidés à trouver un appartement, un studio, une petite coloc. Donc vraiment, tout sera fait pour faire en sorte que vous trouviez l'appartement qui vous corresponde le mieux. Et si vous préférez vivre donc en appartement, sachez que le coût, enfin le loyer mensuel moyen, ce sera aux alentours de peut-être 350 400 $, donc peut-être autour de 300 €, ce qui reste assez raisonnable par rapport à la France.
Et Romain, vous avez non, des contacts avec des agences immobilières aussi qui peuvent aider les étudiants qui parlent anglais et qui peuvent assister nos étudiants à l'arrivée? C'est toujours le cas? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où l'étudiant est admis dans l'école, à partir de ce moment-là, j'enverrai aux étudiants le contact. Et après, c'est aux étudiants de les contacter et de faire affaire avec eux. Petite question, parce que beaucoup d'étudiants aussi peuvent prendre un logement peut-être temporaire au début ou autre. Est-ce que le Airbnb est autorisé en Corée? Airbnb est autorisé, mais en tout cas pas pour la quarantaine. Donc en ce moment, il y a toujours la quarantaine en Corée. Là, ce sera interdit. En fait, c'est interdit dans notre ville, mais ce n'est pas interdit à Séoul. Parce que chaque ville, on va dire, est maître de la façon comme ils vont accueillir les étudiants en quarantaine. Mais là, on a des étudiants qui ont fait donc, la quarantaine au sein de notre résidence. Et une fois une fois la quarantaine terminée, je sais qu'ils sont partis en Airbnb. Donc, c'est tout à fait possible. OK. On a une question de Maëlle aussi. Quel est le niveau demandé pour entrer dans un master? Est-ce que la sélection se base-t-elle principalement sur le dossier de l'étudiant? Oui. La sélection, donc vous allez postuler en ligne. Il y a tout un formulaire à remplir, mais principalement, ce qu'on va regarder, c'est évidemment votre diplôme de bachelor, vos notes, votre niveau d'anglais. Donc, par exemple, pour tous les masters de Wusong, le niveau minimum requis, je parle en niveau IELTS, ce sera 6.0 et en TOEFL, ce sera 79. Pour l'MBA, c'est un peu plus élevé, ce sera 6.5 à l'IELTS. Et en plus de ça, une fois que votre formulaire en ligne sera terminé, vous allez avoir une interview, un entretien en ligne, un entretien de motivation avec le directeur des admissions. Donc, c'est à partir, il va vous poser des questions, il va vérifier que vous parlez bien anglais, il va vérifier votre motivation, pourquoi vous voulez venir en Corée, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent qui vous mène à faire des études en Corée. Juste pour avoir une conversation, vérifier que vous êtes un étudiant tout à fait capable d'étudier dans notre université. Donc, c'est à partir de ça que cette décision sera prise. Parfait. Et Nicolas qui demande, et pour le bachelor aussi, un 6.0 à l'IELTS. Oui, c'est ce que tu viens de répondre. 5.5 pour le bachelor. Oui. Ah, 6.5 pour le bachelor. 5.5. Pardon, excuse-moi, ça a coupé. 5.5. 5.5. Désolé, c'est l'accent du Sud, l'accent provençal. Pour en revenir au budget, concrètement, tu parlais du loyer, le coût d'un repas moyen par jour, enfin, tu dépenses à peu près combien pour un repas, par exemple? Si tu peux nous donner une idée, d'un bibimbap ou autre, mais Le bibimbap dans notre ville, je vous dirais que ça coûte environ entre 6 et 8 dollars. 8 dollars plutôt, donc peut-être 6 euros. Mais si vous allez à Séoul, il vous coûtera 10, 11 euros. OK. Donc, Voilà. c'est vrai que le coût de la vie est quand même nettement moins cher à Dijon. Donc, un budget mensuel, logement, nourriture, sortie, transport, enfin, bien sûr, en n'abusant pas des sorties, mais un budget moyen mensuel, tu dirais quoi? À peu près 450, 500 euros ou quelque chose de… Est-ce que ça te paraît cohérent? Oui, je pense dans ces eaux-là, je parle ouais, 450, 500, oui, ça me paraît raisonnable. En général, on dit ça en dollars, mais Oui. peut-être aussi les étudiants français, européens, des fois, on va dire un niveau de vie un peu plus élevé, ou un peu plus d'exigences. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de voir les étudiants qui aiment bien profiter, qui aiment bien voyager. Donc, je pense que 450, 500 euros, c'est raisonnable pour budgéter. Et si on peut en revenir aussi sur, par exemple, le calendrier, enfin, au niveau des cours, est-ce que les étudiants ont cours tous les jours? Est-ce que c'est condensé sur 2, 3 jours? Parce que c'est une méthode, j'imagine, aussi anglophone. Est-ce qu'il s'agit d'une pédagogie inversée, donc un peu différent de la France? Peut-être si tu peux nous parler un peu de ça également, s'il te plaît. C'est vrai. Alors, pour les étudiants de bachelor, ce sera au maximum 18 heures de cours par semaine. Alors, c'est très simple. Par exemple, si vous êtes un étudiant en bachelor, un semestre, c'est maximum 18 crédits. Donc, c'est équivalent à 30 CTS en France. 18 crédits, ça correspond à 18 heures de cours par semaine sur 15 semaines. Donc, vous allez avoir les cours entre le lundi et le vendredi, entre 9 h et 18 h le soir. Il y a quelques exceptions avec des cours du soir, mais très rarement.
Ça dépendra tout simplement des cours que vous choisissez. Et la plupart du temps, ce sont 2 sessions par semaine d'1 heure et demie. Ça, c'est pour les bachelors. Pour les masters, c'est différent. C'est 9 à 12 crédits par semestre. Donc, 9 à 12 heures de cours. Par contre, c'est plus condensé parce que l'enseignement des cours de master, il se fait en ce qu'on appelle en module, en block teaching. Donc, en fait, sur un semestre de 15 semaines, vous allez prendre 3 cours de 5 semaines consécutives. Donc, ça veut dire que pendant 5 semaines, vous allez faire marketing management. Les 5 semaines suivantes, vous allez faire, je ne sais pas, finance d'entreprise. Et les 5 semaines qui suivent, on va dire, je ne sais pas, analyse de données, data analytics, et voilà. Donc, c'est organisé de façon à peu près différente. Par contre, voilà, il y a, comme Anne-Sophie l'a dit, il y a pas mal de travail personnel, puisqu'ici, vraiment, il faut être quand même, il faut prendre des initiatives personnelles, donc il faudra travailler, comme tout le monde, mais je suis sûr que vous êtes tous tout à fait capables de bien suivre le rythme. Une autre question aussi par rapport aux cours, est-ce que les étudiants en parallèle des cours ont quand même du temps? J'imagine que oui, pour les activités ou autres. Et qu'en est-il en fait des jobs étudiants à Dijon? Et les jobs étudiants, donc après le premier semestre, les étudiants ne peuvent pas travailler à temps partiel, c'est illégal, c'est une réglementation du gouvernement. Donc, il faudra au moins 6 mois. Et après 6 mois, les étudiants peuvent travailler à temps partiel. Ils peuvent le faire à la fois sur campus ou en dehors. Donc, s'ils veulent le faire en dehors, il faudra juste demander une autorisation de l'administration, c'est juste un papier. Ils peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les semestres et pendant les périodes de vacances jusqu'à 40 heures. Et sur le campus, c'est environ, je vous dirais, entre 40 et 60 opportunités chaque semestre qui s'offrent à eux. Donc, ça peut aller tout à fait comme assistant de recherche auprès d'un professeur ou assistant de recherche dans une équipe. Donc, par exemple, je fais partie de l'équipe de relations internationales. On est 14 personnes. On est, parmi les 14, aucun d'entre nous n'est coréen et on est de 12 nationalités différentes. Le seul coréen, c'est le petit étudiant qui travaille avec nous à temps partiel. Donc, il y a ça. Vous avez assistant à la résidence. Donc, vous avez vraiment toute une multitude de petits jobs qui s'offrent à vous et qui vous permettra de financer un petit peu vos études. Et justement, quel est à peu près le taux horaire pour un étudiant? Combien il peut prétendre? Le taux horaire, c'est environ 8 500 $. Non, pardon, c'est trop beau $. Oui. 8 500 € de l'heure. Donc, ça fait, je pense, 7 € de l'heure. OK. Par rapport au coût de la vie sur place, oui, oui, d'accord, c'est correct quand même. Ils font 20 heures, ça leur fait 160, un peu plus de 160 par semaine. Mmh. Sur un mois, ça leur fait presque un peu plus de 600 000, donc oui, 450 €. Oui, donc ils peuvent couvrir la majorité de leurs frais de vie ou une bonne partie de leurs frais de vie sur place finalement. Oui. Et pour les Français, bon, ils peuvent aussi, la langue française est appréciée, donc ils auront toujours la possibilité de donner quelques cours de français ici et là. Très bien. Il y a Océane qui demande si les cours sont-ils en présentiel ou en distanciel en ce moment. Là, on parle de septembre 2021 même. Donc, quelle est la situation actuelle chez vous, Romain? Les deux. Ils sont à la fois en présentiel pour les étudiants qui sont ici, qui sont arrivés en Corée, ils sont en distanciel pour d'autres étudiants qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Par exemple, certains pays, l'ambassade coréenne est fermée, donc ils ne peuvent pas avoir de visa, donc ils étudient depuis chez eux. Dans ce cas-là, les cours sont enseignés de façon hybride et ils sont en présentiel sur le campus. Ce qui fait que, par exemple, donc, tout au long du semestre de printemps 2021, les 2 premières semaines étaient en ligne. Et après ces 2 premières semaines, le campus a été ouvert. Donc, tous les étudiants pouvaient venir sur le campus sans aucun souci. Ça a démarré de la même façon au début de septembre. Les cours étaient aussi en présentiel. Et là, depuis cette semaine, pour être tout à fait honnête, les cours sont en ligne simplement parce qu'on a eu 8 cas au sein de l'école. Donc, l'école sera fermée au moins pour 1 à 2 semaines. Mais on espère que, bon, on a été suffisamment avertis en avance pour pouvoir, on va dire, contenir les infections. Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que certains vont peut-être repartir en cours ou en stage ou autre. Est-ce que vous avez des questions bien spécifiques pour Romain? Sarah, peut-être? Une question, oui. C'est pour les visas. Enfin, vu que je suis pas en France, je suis vraiment étudiante en France et c'est pour savoir, pour les visas, il faut vraiment demander en France ou c'est possible de partir en Corée et demander le visa directement dans le pays? Vous êtes française, Sarah? Oui, 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 mais comment je suis de La Réunion et voilà, c'est Il compliqué. faut impérativement que vous veniez en Corée avec un visa étudiant D2 valide. Déjà, en ce moment, avec le Covid, pour entrer en Corée, il vous faut impérativement un visa. Alors qu'avant, on va dire, en temps normal, vous pouviez venir quand même en touriste. Mais il y a quelques années, on a eu des cas d'étudiants qui sont venus en visa de touriste et qui ont voulu changer une fois en Corée. C'est très, très compliqué sur le volet administratif parce qu'en Corée, en général, lorsque vous changez de visa, on vous demande de sortir du territoire. C'est en général la réglementation. Et il y a des fois où les universités, si vous arrivez avec un mauvais visa, ne peuvent pas vous accueillir. Donc, impérativement, et je pense que si vous décidez de venir étudier à Solbridge, et je pense qu'avec l'assistance et l'aide d'Anne-Sophie, de sa collection et moi-même, on fera bien attention à ce que vous preniez bien le visa avant de venir. Parce que de toute façon, sinon la Corée ne vous autorisera pas à rentrer sur le territoire. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, Oui. Nicolas, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est une question un peu personnelle, c'est parce que moi, je suis diplômé d'un DUT. Et donc, pour le bachelor, il se fait sur combien de semestres? Sur 3 ou 4 semestres? 4 semestres. D'accord, merci. 4 semestres additionnels parce que notre bachelor, donc, il est de 4 ans. Vous, vous êtes déjà diplômé de DUT, Nicolas? Oui, oui, oui. Donc, vous avez déjà fini 2 ans d'études. Donc, lorsque vous viendrez ici, vous entrerez en 3e année et vous aurez 2 années d'études à faire, à compléter pour finir avec le BBA. Je suis très content que vous parliez de DUT parce qu'on a déjà on a déjà des étudiants qui sont diplômés de DUT et qui font leur BBA ici. Vous êtes de quel IUT, si je peux vous demander, Nicolas? L'IUT de Créteil. D'accord. Okay. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a réussi à faire valoir plusieurs BTS, plusieurs DUT auprès de Solbridge. Donc, c'est vrai qu'il y en a plusieurs d'entre vous aujourd'hui qui ont certains de ces diplômes, et ce qui vous permet effectivement d'intégrer directement la 3e année du BBA de Solbridge. Il y a Océane qui a une autre question et qui demande, est-ce qu'il faut le vaccin pour entrer en Corée? Non, pas pour le moment. Mais je pense qu'après, on va arriver, comme dans tous les pays, à avoir un pass sanitaire ou une demande de vaccin. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de... Il n'y a pas Il n'y a pas rien. d'obligation, mais là, tous nos étudiants qui arrivent là au compte-gouttes chez toi, là, ils ont droit à la... Et à la quarantaine. Voilà, oui, tout à fait. Il y a Juline aussi qui demande par rapport à l'apport financier, comment ça marche? J'ai peut-être une question pour Juline, si elle pouvait me définir un peu plus ce qu'elle Oui. entend par rapport financier. Oui, là-dessus, si elle peut nous reconfirmer un peu ça serait parfait. Je refais un autre tour de table. Est-ce que vous avez d'autres questions? Léo, peut-être? Non? Moi, j'ai une Non. question. Vas-y, Sarah, je t'en prie. Oui, alors c'est plutôt pour une autre université, donc il y a les nouvelles universités qui étaient ajoutées à Studies Up pour Chongju University. Et j'aimerais savoir s'il y a une autre réunion qui se fera ou pas pour découvrir aussi Pour le l'université. moment, c'est vraiment le point d'interrogation parce qu'en fait, leurs programmes sont tout en coréen et au final, leurs réponses ne sont pas très, très claires pour le moment. Donc, je ne garantis rien au niveau de ce partenariat pour le moment, en fait. Voilà. D'accord, donc 2022, non, pas... Je ne sais pas encore. Sincèrement, je suis en pleine discussion, mais c'est assez compliqué. D'accord, merci Donc, je beaucoup. t'en dirai un peu plus dès que j'aurai une réponse plus claire. Merci. Nicolas, je crois que tu avais une question aussi. Oui, c'était par rapport au paiement, par exemple. Ici, le paiement se fait à l'année ou par semestre? Par semestre. Par semestre, oui. D'accord. Donc, par exemple, si le coût, j'ai vu tout à l'heure, c'était vers les 10 700 et des brouettes euros à l'année, ça fait plus ou moins 5 000 $ le semestre, c'est ça?
C'est ça, 5 000 $ le semestre avant la bourse. Et sachez que à partir du moment où votre niveau d'anglais est de 5,5, donc qui est le niveau minimal pour entrer à Southbridge, vous avez une bourse de 30% pour le premier semestre. C'est le minimum. Si jamais vous avez un meilleur score d'anglais, de bonnes notes au sein de votre DUT, vous pouvez avoir une bourse qui est bien plus élevée. Et en général, bon, je parle, on va dire, dans la globalité, les étudiants européens, lorsqu'ils sont admis dans notre université, ils ont un bon niveau d'anglais et ils ont en général une bourse qui est au minimum de 45-50%. Léo, un grand merci à toi aussi. On se dit à bientôt, on reste en contact. Il y a Léo qui nous remercie. Ben, c'est un grand plaisir. Pour en revenir à la question de Juline, elle mentionnait, pour entrer sur le territoire coréen, il faut justifier d'une certaine somme. Voilà ce qu'elle disait en fait. Alors en fait… Et Océane qui dit, ah oui, je crois que c'est 2500 minimum. Voilà. Il y a comment dire? Alors en anglais, j'ai plus l'habitude de parler en anglais. Donc oui, vas-y. En anglais, il y a ce qu'on appelle bank statement, donc on va dire… un relevé bancaire, en fait, un justificatif bancaire, comme quoi tu as un certain montant. Oui. Voilà, qui est une demande obligatoire de la part du gouvernement, et ça c'est pour toutes les universités coréennes, qui vous demandent de confirmer que vous avez, on va dire, sur vos comptes bancaires, et pas seulement sur un, l'équivalent d'au moins 20 000 $. Mais c'est une somme d'argent qui ne sera jamais transférée en Corée. C'est simplement une somme qui vise à rassurer, on va dire, le ministère coréen, comme quoi vous allez bien venir en Corée pour étudier et que vous avez bien les fonds pour, on va dire, vivre pendant toute la durée de vos études. Donc, c'est 20 000 $ minimum ou équivalent, mais par contre, on ne vous demandera jamais de transférer cette somme d'argent en Corée. Et je sais que ça peut être un point quelquefois qui refroidit un peu les étudiants. Faut savoir que, bien sûr, ça peut être aussi un bank statement d'un membre de votre famille. Donc ça aussi, c'est bien. Je pense que c'est important quand même de le préciser parce que c'est vrai que certains étudiants me disent, mais Anne-Sophie, c'est pas possible, j'ai pas ça sur mon compte. Donc n'hésitez pas à solliciter un ou plusieurs de vos parents sur ce point. Ensuite, il y a Charlotte qui demande, j'aimerais savoir si pour la rentrée de mars, tout est en place pour le moment, si c'est assuré de pouvoir faire la rentrée. Je pense que c'est plus au niveau sanitaire que Charlotte pose la question. Je pense qu'au niveau sanitaire, il y a toujours on va dire, de nouvelles dispositions. Là, la Corée, je crois que le taux de vaccination est aux alentours de 75%. J'imagine que d'ici la fin de l'année, ce sera bien plus élevé et on peut espérer, en croisant les doigts et les doigts de pied, que d'ici quelques mois, la quarantaine sera aussi terminée. Je pense sincèrement que pour le moment, la quarantaine reste en place tant que toute la population n'est pas vaccinée. Et c'est pareil, parce que pareil pour les étudiants qui viennent de l'étranger qui sont vaccinés, on les garde quand même en quarantaine. En quarantaine pour le moment, oui. En France, je me suis fait vacciner là-bas. Mais quand je suis rentré en Corée, j'ai aussi fait une quarantaine de 2 semaines. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. On peut juste espérer que, bon, on a quand même 3-4 mois devant nous, avant le mois de février. On peut espérer que d'ici peut-être le mois de février, les choses auront repris et peut-être que les gens pourront voyager un peu plus librement. C'est en tout cas mon espoir, on espère. Mais sinon, dans tous les cas, il vous faudra passer la quarantaine. Après, le reste, la vie en Corée reste la même puisqu'on est quand même jamais confiné et on est libre de se déplacer. Ce qui est bien parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, donc vous avez de la chance là-dessus. Océane qui pose une question, pour un semestre, faut-il quand même 20 000 € sur un compte ou c'est vraiment pour une année d'études universitaires complète? Le relevé bancaire, il est en fait nécessaire que pour les étudiants qui vont venir faire leurs études en Corée dans un cadre diplômant. Donc si vous, Océane, vous pensez juste venir un semestre ou 2 semestres, mais dans le cadre d'une mobilité, on va dire, ça ne vous sera pas demandé. Et comme Anne-Sophie l'a déjà dit, c'est vraiment, on va dire, un relevé bancaire qui est déclaratoire. On ne va jamais vous demander de transférer cette somme d'argent et vous pouvez l'avoir sur plusieurs comptes et sous plusieurs noms. Bon, bah super, je trouve qu'on a bien
On a bien exploré toute la Corée là, avec Romain. Je trouve que ça répondait à beaucoup de questions. Dernier tour, Nicolas, Maëlle, Lamia, Juline, Jérémy, Charlotte, Clémence, Océane, est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'ai une question. C'est clair. Oui. Oui, c'est pour les débouchés qu'il y a après le master en marketing analytics. Oui. Si possible. Ben, vous pouvez faire tout ce qui est, j'imagine, l'analyse de données, dans ce qui est marketing analytics, comme vous l'avez vu dans la présentation, la Corée, je crois qu'elle est première au niveau de l'indice d'innovation digitale. Vous avez toutes les grandes entreprises, pas seulement coréennes, les entreprises internationales qui de plus en plus ont besoin d'analyse de données, d'analystes, d'experts, on va dire, en big data. Donc, je pense que les débouchés sont là et qui s'offrent à vous, pas seulement en Corée, mais aussi de retour en France si vous le souhaitez, ou même dans d'autres pays. Les diplômés de chez nous, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup qui d'abord cherchent un emploi en Corée, le trouvent ici, et lorsqu'ils entrent dans un grand groupe, on va dire un grand groupe coréen, ils vont peut-être travailler 2, 3, 4 ans, et au bout de 2, 3, 4 ans, ils vont passer manager, on va les renvoyer dans leur pays d'origine, puisqu'à la fois, ils ont la culture coréenne, ils ont la langue coréenne, et ils seront renvoyés dans le pays d'origine pour, on va dire, superviser les gens qui sont dans le pays d'origine, en gros, faire le tampon entre le pays d'origine et la base en Corée. Donc oui, les débouchés sont là, et pour ceux qui sont dans marketing analytique, je pense que ça, c'est quand même assez évident. Parfait. Oui, j'ai une petite question. Je t'en prie. Parce que je m'étais renseigné pour les inscriptions, ils demandaient une lettre de recommandation, mais c'est obligatoire ou pas? Oui, c'est vrai, Nicolas. Une lettre de recommandation pour les étudiants en BBA et 2 pour les étudiants en master. Vous pouvez les recevoir de vos professeurs ou anciens professeurs à l'UIT sans aucun souci. Je vois que Charlotte doit nous quitter, Sarah aussi. Je crois qu'on va peut-être terminer cette belle présentation. De toute façon, moi-même et ma collègue, on reste à votre disposition pour toute question. Si vous avez besoin qu'on refasse un rendez-vous téléphonique ou un point par email ou autre, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. On sera là avec grand plaisir pour vous accompagner dans toutes les démarches en tout cas. Romain, un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui encore, et je peux vous dire qu'on est très sereine d'avoir Romain aussi en tant que Français là-bas, parce qu'on sait qu'il chouchoute nos étudiants à l'arrivée. Donc dites-vous, ça aussi c'est un point quand même assez positif pour vous, de savoir qu'il y a quand même un interlocuteur français à votre arrivée aussi là-bas, et Romain va vous bichonner, donc ça c'est quand même aussi je pense intéressant quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, on sort de sa zone de confort, on est quand même aussi assez rassuré. Donc, je trouve que ça aussi, c'est quand même un très bon point. Voilà. Merci en tout cas, Romain. Il doit se faire tard là-bas, donc on va te laisser quand même, hein, passer une bonne soirée. Et je vous dis à vous tous et à vous toutes à très bientôt. Et je mettrai cette vidéo prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à nous suivre sur YouTube. Comme ça, vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo. Un grand merci encore à tout le monde et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci, Ciao. merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Merci.